Traduis-moi ça, et je te donne 1 million d'euros, dit le milliardaire en riant. Les cadres éclatèrent de rire, mais lorsque la petite fille ouvrit la bouche, le rire se figea sur leur visage. La tour Ferrier s'élevait au-dessus de Paris, tel un monument au pouvoir, 60 étages de verre et d'acier qui reflétaient les nuages, construits avec la sueur de milliers de travailleurs qui ne poseraient jamais les pieds dans ces bureaux de direction. Au dernier étage, là où l'air semblait plus exclusif et où les tapis coûtaient plus cher que des maisons entières, se déroulait une scène qui allait changer des destins à jamais. Les mains de Léa Dubois étaient glacées, non pas à cause de la climatisation qui maintenait la salle de réunion à température parfaite, mais à cause de la terreur qui parcourait chacune de ses veines. Elle se tenait au milieu d'une pièce remplie de gens qui la regardaient comme si elle était une tache sur leurs souliers italiens. Sa mère, Margot, l'avait emmenée ce jour-là parce que personne ne pouvait la garder. C'était un jour férié scolaire, et les options étaient de l'emmener au travail ou de la laisser seule dans le petit appartement qu'elle partageait. Margot avait choisi ce qu'elle pensait être le plus sûr. Quelle erreur! Et qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Maximilien Ferrier coupa le silence comme un couteau rouillé. Le PDG de Ferrier International Participation était un homme qui avait bâti son empire sur le dos des autres. Son costume coûtait ce que Margot gagnait en 1 an, sa montre, ce qu'elle gagnerait en 5. Mais la chose la plus chère qu'il possédait était son mépris pour quiconque qu'il considérait inférieur. Et pour Maximilien Ferrier, presque tout le monde était inférieur. « Monsieur Ferrier, je vous prie de m'excuser. » Margot s'avança, la voix tremblante. « Ma fille n'avait pas d'endroit où rester aujourd'hui. Elle restera tranquillement dans la cuisine. Elle ne dérangera personne, je vous le promets. La cuisine. » Ferrier haussa un sourcil en regardant Léa de haut en bas, avec une grimace de dégoût à peine dissimulée. « Ta fille, tu l'as amenée dans mon entreprise comme si c'était une crèche. » Les cadres autour de la table commencèrent à murmurer. Thibaut Mercier, l'avocat d'entreprise et bras droit de Ferrier, sourit avec cette expression de satisfaction que seuls les lâches affichent lorsque quelqu'un de plus puissant humilie les faibles. « Monsieur, je... » commença Margot. « Silence. » Ferrier leva une main. Ses yeux ne quittaient pas Léa. « Approche-toi, petite. » Léa regarda sa mère. Elle vit la peur dans ses yeux, la supplique silencieuse d'obéir sans causer de problème. Margot travaillait dans cette entreprise depuis des années. Elle nettoyait les sols que d'autres salissaient, rangeait les bureaux que d'autres mettaient en désordre. Elle supportait des humiliations que d'autres n'imagineraient jamais. Tout cela pour offrir une vie meilleure à sa fille. Appalant, Léa se dirigea vers le centre de la pièce. Les murs de verre montraient la ville en contrebas, petite et insignifiante. La table de réunion brillait sous les lumières, si polie que Léa pouvait voir son propre reflet. Une petite fille en uniforme scolaire, un sac à dos bleu pendant à une épaule, complètement déplacée dans ce temple du pouvoir corporatif. « Comment t'appelles-tu » demanda Ferrier en se penchant en avant sur sa chaise en cuir. « Léa, monsieur. »« Léa » répéta-t-il en savourant le prénom comme s'il était amer. « Dis-moi, Léa, que fait ta mère ici ?» La question était un piège. Léa le savait. Toute réponse serait utilisée comme une arme. « Elle travaille, monsieur, » répondit-elle doucement. « Travaille. » Ferrier laissa échapper un petit rire sec. « Tu appelles ça travailler? Nettoyer les toilettes que nous utilisons? Ramasser les ordures que nous produisons ?» Certains cadres rirent, d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise, mais sans le courage d'intervenir. « C'est un travail honnête, monsieur, » dit Léa, et quelque chose dans sa voix fit cesser les rires. Ferrier plissa les yeux. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui réponde. Encore moins, une enfant, fille de sa femme de ménage. « Un travail honnête, » se leva-t-il. Sa taille imposante projetait une ombre sur Léa. « Ta mère gagne en 1 mois ce que je dépense pour un dîner, et tu viens ici me donner des leçons d'honnêteté ?» Maximilien. Une voix féminine intervint de l'autre côté de la table. C'était Elisa Rossi, l'investisseuse italienne venue négocier un accord de plusieurs millions. Peut-être devrions-nous continuer la réunion. Les documents. Les documents peuvent attendre. Ferrier ne quitta pas Léa des yeux. Il avait trouvé un nouveau divertissement. Dis-moi, petite écolière, à quel point es-tu intelligente? As-tu de bonnes notes dans ta petite école de quartier? Léa ne répondit pas. Elle garda les yeux baissés comme sa mère lui avait appris. Ne cause pas de problème, ne te fais pas remarquer. Survis, je t'ai posé une question. La voix de Ferrier se durcit. Oui, monsieur, j'ai de bonnes notes. Dans quelle matière? Dans toutes, monsieur. Un autre rire parcourut la pièce. Thibaut Mercier se pencha en avant, ses yeux brillants de malice. Dans toutes? Même en langue? Demanda l'avocat. Oui, monsieur. Et quelle langue parles-tu, petite génie?
Ferrier croisa les bras, son sourire devenant plus large. Léa hésita. Elle savait que tout ce qu'elle dirait serait moqué, mais elle savait aussi que mentir était pire. Sa mère lui avait aussi appris cela. La vérité, même si elle fait mal, vaut toujours mieux que le mensonge. Français, anglais, italien, allemand et arabe, monsieur. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Et puis Maximilien Ferrier fit quelque chose que personne n'attendait. Il renversa la tête en arrière et laissa échapper un rire si bruyant qu'il fit vibrer les fenêtres. Un rire qui contenait tout son mépris, toute son incrédulité, tout son dédain envers cet enfant qui osait affirmer une chose aussi absurde. « 5 langues !» s'exclama-t-il en riant. « La fille de la femme de ménage parle 5 langues !» Les cadres se joignirent au rire. Il était plus facile de rire avec le patron que de rester silencieux. Il était plus sûr d'être complice que d'être neutre. Margot voulut courir vers sa fille, mais ses pieds étaient cloués au sol. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Pas ici, pas maintenant. « Monsieur Ferrier !» Elisa Rossi parla à nouveau, cette fois d'un ton plus ferme. « Je crois que cela suffit. » Mais Ferrier n'avait pas fini. Il eut une idée qui lui sembla brillante dans sa cruauté. Il s'approcha de la table et prit une liasse de documents. C'étaient les contrats pour la négociation internationale qui devaient avoir lieu cet après-midi-là. Des documents en 5 langues différentes, préparés par des traducteurs professionnels qui facturaient des fortunes pour leur travail. « Très bien, petite polyglotte. » Ferrier s'approcha de Léa en agitant les papiers devant son visage. « Je te propose un marché. »« Maximilien, » commença Elisa. « Silence !» ordonna-t-il sans la regarder. Ses yeux étaient fixés sur Léa comme un prédateur observant sa proie. « Je te donne 1 million d'euros si tu me traduis ça. » La salle fut sous le choc. 1 million d'euros à une enfant. Thibaut Mercier sourit largement. Il comprenait parfaitement ce que faisait son patron. C'était une humiliation parfaite. La petite fille ne pourrait rien traduire. Elle serait ridiculisée, et sa mère apprendrait la leçon de ne plus jamais amener de problèmes au bureau. « Il y a ici des documents en anglais, italien, allemand, arabe et japonais, » continua Ferrier. « Si tu peux les lire et les traduire correctement, je te donne l'argent. 1 million d'euros, tout de suite, devant tout le monde. C'est injuste. » Margot trouva finalement sa voix. « Ce n'est qu'une enfant. Une enfant qui prétend parler 5 langues. » Ferrier ne la regarda même pas. « N'est-ce pas, Léa, ou mentais-tu » Léa leva les yeux pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Ses yeux rencontrèrent ceux de Ferrier. Il n'y avait pas de peur, pas de honte. Il y avait quelque chose que le PDG n'avait pas vu depuis longtemps. Il y avait du feu. « Je ne mentais pas, monsieur, » dit Léa. Sa voix était claire et ferme. « Mais vous avez mentionné le japonais. J'ai dit que je parlais arabe, pas japonais. » Le sourire de Ferrier vacilla un instant. « Alors je suppose que tu perds par défaut. Quel dommage. Mais je peux essayer quand même. » Léa tendit la main. « Donnez-moi les documents. » Un murmure parcourut la salle. Personne ne s'attendait à ça. Tous attendaient des larmes, des excuses, une humiliation totale. Pas une enfant tendant la main avec la même autorité qu'un cadre concluant un accord. Ferrier hésita, pour la première fois de la conversation. Il semblait incertain de la marche à suivre, mais son orgueil était plus grand que sa prudence. « Comme tu veux. » Il lui tendit les documents avec un sourire méprisant. « Tu as 5 minutes. » Léa prit les papiers, ses mains ne tremblaient plus. Quelque chose avait changé en elle, ou peu. Être que quelque chose qui avait toujours été là s'était finalement éveillé. Elle regarda le premier document. Il était en anglais. C'était un contrat d'investissement avec des clauses complexes sur les pourcentages de participation et les garanties financières. Elle commença à lire à voix haute. Au début, personne ne fit vraiment attention. Il s'attendait à ce qu'elle balbutie, qu'elle se trompe, qu'elle démontre la farce que tous croyaient. Mais alors les mots commencèrent à couler. Léa ne lisait pas seulement. Elle traduisait simultanément en français, expliquant le sens de chaque clause avec une précision qui fit qu'Elisa Rossi se pencha en avant sur son siège. « Attends !» L'investisseuse italienne interrompit. « Qu'as-tu dit à propos de la clause de résiliation ?» Léa répéta la traduction, ajoutant un contexte légal que même les avocats présents n'avaient pas envisagé. Le deuxième document était en italien. Léa le prit et, regardant directement Elisa, commença à lire dans un italien parfait. Elisa Rossi pâlit. « Sa prononciation, » murmura-t-elle dans sa langue maternelle. « Elle est impeccable !» Léa sourit légèrement et continua la traduction en français. Le troisième document était en allemand. C'était un rapport technique sur les transferts bancaires internationaux. Léa le lut avec la même fluidité, son accent si parfait que Karl Brenner,
Le banquier allemand présent en tant que consultant retira ses lunettes pour mieux la regarder. « Où as-tu appris l'allemand » demanda-t-il dans sa langue. « Ma voisine était allemande, monsieur », répondit Léa, également en allemand. « Elle m'a enseigné depuis que j'étais toute petite. Elle disait que les mots sont des ponts entre les mondes. » Le 4e document était en arabe. C'était une lettre d'intention d'Omar Al-Rachid, l'homme d'affaires qui négocierait par vidéoconférence cet après-midi-là. Léa prit le papier et commença à lire les caractères arabes de droite à gauche, sa voix adoptant la cadence particulière de cette langue ancienne. Omar Al-Rachid, qui était connecté par vidéoconférence pour observer la réunion préliminaire, se leva de son siège dans son bureau, à des milliers de kilomètres de distance. « Qui est cet enfant » demanda-t-il en arabe. « La fille de la femme de ménage » répondit Léa dans la même langue sans quitter le document des yeux. « Et votre lettre est très bien écrite, monsieur Al-Rachid, en particulier le paragraphe sur l'importance de la confiance dans les affaires. » La salle était dans un silence complet. Maximilien Ferrier avait cessé de sourire. Son visage s'était transformé en un masque d'incrédulité qui se teintait lentement de quelque chose de plus dangereux. Humiliation. Il ne restait qu'un document. Celui qui était en japonais, la langue que Léa avait admis ne pas connaître. Ferrier vit son opportunité. « Le dernier », dit-il en retrouvant un peu de son calme. « Le japonais, tu as dit que tu ne le parlais pas. Je suppose que ton petit numéro se termine là. » Léa regarda le document. Les caractères japonais la regardaient en retour comme une énigme impossible. Elle sentit le poids de tous les regards sur elle. Elle sentit l'espoir de sa mère. Elle sentit le mépris de Ferrier. Elle sentit l'étonnement des investisseurs internationaux. Et puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle marcha vers l'endroit où Yuki Tanaka, la cadre japonaise, était assise. Elle s'inclina respectueusement, comme elle l'avait vu faire dans des vidéos éducatives, et parla. « Tanaka-san, je ne parle pas japonais, mais j'ai étudié la culture de votre pays pendant des années. Je sais qu'au Japon, admettre ce que l'on ne sait pas est aussi important que de montrer ce que l'on sait. Je vous demande humblement de m'apprendre à lire ce document. Pas aujourd'hui, mais un jour. » Le silence qui s'ensuivit fut différent de tous les précédents. Yuki Tanaka se leva lentement. Ses yeux brillaient d'une lueur qui aurait pu être de l'admiration ou peut être quelque chose de plus profond. « Au Japon, dit-elle en français avec un léger accent, nous avons un mot. Gambaru signifie s'efforcer au maximum, ne jamais abandonner, donner tout de soi, même si le résultat est incertain. » Elle regarda Ferrier avec une expression qui fit reculer le PDG d'un pas. Cet enfant vient de faire preuve de plus de gambaru que n'importe quel cadre que j'ai connu en 20 ans d'affaires. Elisa Rossi se leva également. Je suis tout à fait d'accord. Ce que je viens de voir est extraordinaire. Karl Brenner hocha la tête. Je n'ai jamais rien vu de tel. Safesali, Novezali, Endete Alimasa Nego. Omar Al-Rachid, depuis l'écran, parla d'une voix grave en français. Monsieur Ferrier, vous avez promis 1 million d'euros. L'enfant a traduit 4 documents sur 5 parfaitement. Je dirais qu'elle a largement rempli sa part. Ferrier regarda autour de lui. Les alliés qu'il s'attendait à avoir s'étaient retournés contre lui. L'humiliation qu'il avait prévue pour une enfant retombait maintenant sur ses propres épaules. « C'est ridicule !» Sa voix tremblait de fureur contenue. « C'était une blague. Évidemment, je ne vais pas donner 1 million d'euros à une gamine. »« Une blague ?» répéta lentement Elisa Rossi. « Humilier une enfant devant des investisseurs internationaux vous semble amusant, monsieur Ferrier ? C'est mon entreprise !» Ferrier frappa la table. « Je décide ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. » Thibaut Mercier tenta d'intervenir. « Peut-être devrions-nous faire une pause. Personne n'a demandé ton avis, » cria Ferrier à son propre avocat. Léa restait debout au centre de la pièce, serrant les documents contre sa poitrine. Elle regarda sa mère, qui pleurait silencieusement près de la porte. Des larmes de fierté mêlées à la peur de ce qui allait suivre. Parce qu'elles connaissaient toutes les deux la vérité. Ferrier ne pardonnerait pas cette humiliation. Peu importait ce que les investisseurs pensaient, peu importait ce qui était juste ou correct, la vengeance viendrait. Ce n'était qu'une question de temps. Mais à ce moment-là, alors que le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres et baignait la pièce d'une lumière dorée, Léa Dubois avait réussi quelque chose que personne ne croyait possible. Elle avait fait trembler un géant. Et cela, même si elle ne le savait pas encore, n'était que le début. Car quelque part dans cette tour de verre et d'acier, quelqu'un d'autre avait observé, quelqu'un qui connaissait des secrets qui allaient tout changer. Et cette personne venait de trouver exactement ce qu'elle cherchait depuis des années. Les conséquences arrivèrent plus vite que Margot ne l'avait craint. Le soir même,
Alors que mère et fille marchaient vers leur petit appartement à la périphérie de la ville, le téléphone de Margot sonna. Le numéro était celui de l'entreprise. Son cœur s'arrêta avant de répondre. « Madame Dubois !» La voix à l'autre bout était froide, professionnelle. « C'est les ressources humaines. Nous vous informons que vos services ne seront plus requis chez Ferrier International Participations. Vous pouvez passer demain pour récupérer votre solde de tout compte. » La communication fut coupée avant que Margot ne puisse répondre. Léa regarda le visage de sa mère s'effondrer. Les larmes commençaient à couler, ses épaules s'affaissaient sous un poids invisible mais écrasant. « Maman !» Léa tendit la main. « Ne dis rien !» murmura Margot. « S'il te plaît, pas maintenant. » Elles firent le reste du trajet en silence. Un silence qui pesait plus lourd que n'importe quel mot. Léa sentait le nœud dans sa gorge grossir à chaque pas. C'était elle qui avait causé ça. Son moment de bravoure avait détruit la seule source de revenus de sa famille. L'appartement les accueillit avec son obscurité habituelle. Margot n'alluma pas les lumières, s'assit sur la seule chaise de la salle à manger et laissa tomber sa tête entre ses mains. « 15 ans, murmura-t-elle. 15 ans à travailler là-bas, à tout supporter. Et en un jour, tout est fini. Maman, je ne voulais pas. Je sais que tu ne voulais pas. » Margot éleva la voix pour la première fois. Ses yeux brillaient de larmes et d'autres choses. Quelque chose que Léa n'avait jamais vu chez elle. Le désespoir. « Mais maintenant, nous n'avons plus rien, Léa, tu comprends? Plus rien. Le loyer est dû dans 2 semaines. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas d'autre travail qui m'attende. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Léa n'avait pas de réponse. Elle resta plantée au milieu du petit salon, sentant chaque mot de sa mère s'enfoncer dans sa poitrine comme des aiguilles de glace. « J'aurais dû me taire, » dit-elle finalement. « J'aurais dû le laisser se moquer de moi, et c'est tout. » Margot inspira profondément, essayant de retrouver son calme. « Non, ma fille, ce que tu as fait était courageux, c'était incroyable. Mais dans ce monde, les courageux ne gagnent pas toujours. Parfois, les puissants écrasent simplement ceux qui osent les défier. Ce n'est pas juste. » « Non, ça ne l'est pas. » Le silence revint, plus lourd qu'avant. Léa s'approcha de sa mère et la serra dans ses bras. Margot sanglota contre l'épaule de sa fille, laissant s'échapper toute la peur et la frustration qu'elle avait contenue pendant des heures, pendant des années, pour être honnête. « On va trouver une solution, » murmura Léa. « Je ne sais pas comment, mais on va le faire. Je te le promets. » Margot ne répondit pas. Elle continua juste de pleurer. Les jours suivants furent les plus difficiles dont Léa se souvienne. Margot sortait chaque matin avant l'aube, cherchant du travail partout où on l'accepterait. Restaurants, magasins, sociétés de nettoyage. Mais chaque porte se fermait avec la même réponse. « Pas de postes vacantes. » Ce que Margot ne savait pas, c'était que Maximilien Ferrier avait passé des appels. Il avait usé de son influence pour s'assurer qu'aucune entreprise de la ville n'embauche la femme qui avait élevé la fille qu'il avait humiliée. C'était sa forme de vengeance, silencieuse, efficace, impitoyable. Léa continuait d'aller à l'école, mais son esprit était ailleurs. Elle regardait par la fenêtre pendant les cours en pensant à sa mère, marchant sous le soleil, frappant à des portes qui ne s'ouvraient jamais. « Léa Dubois, êtes-vous attentive ?» La voix de l'enseignante la tira de ses pensées. Tous les yeux de la classe étaient braqués sur elle. « Oui, professeur, pardon. »« Alors, pouvez-vous me donner la réponse à la question que je viens de poser ?» Léa n'avait aucune idée de quelle était la question, mais son esprit travaillait vite. Elle regarda le tableau, vit les chiffres de l'équation mathématique et calcula la réponse en quelques secondes. 42. Professeur. L'enseignante cligna des yeux, surprise. Correct. Mais essayez d'être plus présente en classe, mademoiselle Dubois. Léa hocha la tête, mais son esprit s'était déjà remis à vagabonder. Elle devait trouver un moyen d'aider sa mère. Elle devait réparer ce qu'elle avait causé. Une semaine après le licenciement, la situation était critique. Le réfrigérateur était presque vide. Les factures s'accumulaient impayées, et Margot avait commencé à tousser. Un bruit profond et inquiétant qui s'aggravait chaque nuit. « C'est juste un rhume », disait-elle quand Léa lui demandait. « Ne t'inquiète pas. » Mais Léa s'inquiétait. Elle voyait sa mère s'affaiblir, les cernes grandir, chaque jour passé sans travail, lui volant un peu plus d'espoir. C'est alors que Léa prit une décision. Elle attendit que sa mère s'endorme et alluma le vieil ordinateur qu'elle possédait. La connexion Internet était lente, mais elle fonctionnait. Elle commença à chercher des emplois de traduction en ligne, des services où des gens payaient pour des traductions de documents. Elle n'avait pas de certificat, pas de référence, rien d'autre que ses langues et sa détermination. Elle créa un compte, sous un faux nom. Elle ne pouvait pas utiliser le sien. Elle était mineure, et les règles ne l'autorisaient pas à travailler. Mais les règles ne nourrissaient pas sa mère.
Les règles ne payaient pas le loyer. Son premier travail fut petit, traduire un menu de restaurant du français à l'anglais. Il payait à peine quelques centimes, mais Léa le fit avec la même détermination qu'elle avait mise dans la salle de réunion de Ferrier. Lorsque le client laissa un commentaire positif, quelque chose changea. D'autres clients commencèrent à la contacter. Documents juridiques, lettres commerciales, courriels importants. Chaque travail était plus complexe que le précédent, mais Léa ne s'arrêta pas. Elle travaillait jusqu'au petit matin pendant que sa mère dormait. Elle se réveillait tôt pour aller à l'école. Elle dormait à peine quelques heures, mais chaque centime qu'elle gagnait allait directement sur un compte qu'elle avait réussi à ouvrir avec des documents empruntés à un voisin majeur qui devait des faveurs à sa mère. Des semaines passèrent. Margot remarqua des changements qu'elle ne pouvait expliquer. Le réfrigérateur contenait de la nourriture, les factures étaient payées, mais quand elle demandait, Léa disait seulement qu'elle avait trouvé des pièces dans la rue ou qu'une voisine leur avait donné des provisions. Léa. Margot la confronta un soir. « J'ai besoin que tu me dises la vérité. » « D'où vient l'argent ?» Léa hésita. Elle détestait mentir à sa mère, mais elle savait aussi que, si elle lui disait la vérité, Margot lui interdirait de continuer. Et alors, que mangerait-elle? « Je fais des petits boulots, » dit-elle finalement. « J'aide des camarades avec des devoirs. Rien de mal, maman, je te le promets. » Margot la regarda longuement. Ses yeux de mère savaient qu'il y avait plus, mais il savait aussi que sa fille essayait d'aider de la seule manière qu'elle connaissait. « Promets-moi que tu ne fais rien de dangereux. Je te le promets. » C'était une demi-promesse. Travailler jusqu'à l'épuisement était dangereux. Falsifier son âge pour travailler était illégal. Mais Léa se convainquit que c'était nécessaire, que la fin justifiait les moyens. Quelle erreur. L'appel arriva 1 mois après le licenciement. Léa était en classe lorsque la directrice entra dans la salle avec une expression grave. « Léa Dubois, j'ai besoin que vous veniez avec moi. » Des murmures remplirent la salle pendant que Léa se levait. Elle marcha derrière la directrice dans des couloirs qui semblaient soudain plus longs, plus menaçants. Dans le bureau de la direction, 2 personnes attendaient. Un homme et une femme, tous deux avec des expressions professionnelles qui ne révélaient rien. « Léa, ils sont des services de protection de l'enfance, » expliqua la directrice. « Ils ont quelques questions pour vous. » « Non. » Le cœur de Léa se serra. « Mademoiselle Dubois, » parla l'homme d'une voix neutre. « Nous avons reçu un signalement anonyme concernant votre situation familiale. Il affirme que vous travaillez illégalement et que votre mère n'a pas d'emploi ni de moyens pour subvenir à vos besoins. »« Ce n'est pas, » commença Léa. « Nous avons également reçu des documents qui suggèrent que vous avez utilisé de fausses identités pour opérer sur des plateformes de travail en ligne, » ajouta la femme. « Est-ce vrai ?» Léa sentit le monde se refermer autour d'elle. Quelqu'un l'avait dénoncé. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Ferrier. Ça devait être lui. Sa vengeance n'était pas terminée avec le licenciement de sa mère. Il avait attendu, il avait observé, et maintenant il frappait là où ça faisait le plus mal. « Nous devons parler à votre mère, » continua l'homme. « Et en fonction de ce que nous trouverons, il est possible que nous devions envisager des options de placement alternatif. » « Placement alternatif ?» Léa sentit l'air quitter ses poumons. « Vous voulez me séparer de ma mère ?»« Personne ne veut ça, » dit la femme, mais sa voix n'était pas convaincante. « Nous voulons juste nous assurer que vous êtes dans un environnement sûr. Ma mère est la personne la plus sûre du monde. » Léa sentit les larmes menacer de couler, mais elle les retint de toute sa volonté. « Elle a tout sacrifié pour moi, tout. Et si j'ai fait des erreurs, c'était pour l'aider, pas parce qu'elle m'y a obligé. » « Nous comprenons que c'est une situation difficile, » dit l'homme. « Mais nous avons des procédures à suivre. » Margot arriva à l'école 30 minutes plus tard. Quand elle entra dans le bureau et vit les fonctionnaires, son visage pâlit. Quand elle entendit les accusations, ses yeux se remplirent de larmes. Quand elle comprit qu'il pouvait lui enlever sa fille, quelque chose se brisa en elle. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle d'une voix brisée. « Ma fille essayait juste de m'aider. C'est ma faute. Toute la faute est mienne. Punissez-moi. Moi, pas elle. »« Madame Dubois, nous ne sommes pas ici pour punir qui que ce soit, » dit la femme. « Nous sommes ici pour évaluer la situation. La situation est que j'ai perdu mon emploi injustement. » Margot haussa la voix pour la première fois. « Ils m'ont licenciée parce que ma fille a prouvé qu'elle était plus intelligente que l'homme le plus puissant de cette entreprise. Et depuis lors, cet homme s'est assuré de détruire nos vies. C'est lui qui devrait être sous enquête, pas nous. Madame, nous comprenons que vous êtes bouleversée. Vous ne comprenez rien, » Margot sanglotait maintenant. « Vous ne comprenez pas ce que c'est de marcher dans les rues à la recherche d'un travail qu'on ne trouve pas pendant que sa fille a faim.
Vous ne comprenez pas ce que c'est de voir votre enfant veiller jusqu'au petit matin en essayant de nous sauver. Vous ne comprenez rien. » Léa s'approcha de sa mère et la serra dans ses bras. Elles pleuraient toutes les deux maintenant, accrochées l'une à l'autre, comme si le monde essayait de les séparer. Et d'une certaine manière, c'était le cas. « Nous allons devoir effectuer une visite à votre domicile, » dit finalement l'homme. « Et nous voulons interroger Léa séparément. C'est la procédure standard. Vous n'allez pas me séparer de ma fille, » dit Margot avec une détermination farouche qui traversa les larmes. Personne ne parle de séparation pour l'instant. La femme tenta de calmer la situation. « Pour l'instant », répéta Margot le mot comme s'il était un poison. « Tu as entendu ça, Léa? Pour l'instant, comme si c'était inévitable, comme s'ils avaient déjà décidé. »« Maman, » murmura Léa, « tout va bien se passer. On va leur montrer qu'on est une famille, qu'on prend soin l'une de l'autre. Ils vont voir la vérité. »« La vérité, » murmura Margot amèrement. « La vérité est que les pauvres n'ont pas de vérité. Nous n'avons que l'histoire que les riches décident de raconter sur nous. » L'entretien séparé fut l'heure la plus longue de la vie de Léa. On lui posa des questions sur sa mère, sur leur maison, sur leurs repas, sur ses rêves, sur ses peurs. Chaque réponse était analysée, notée, jugée. « Ta mère t'a-t-elle déjà fait du mal ? » ?»« Jamais. Ma mère est la personne la plus douce qui existe. »« Te sens-tu en sécurité chez toi ? » ?»« Je me sens en sécurité parce que je suis avec elle. »« Pourquoi as-tu commencé à travailler en ligne ?» Léa hésita avant de répondre. Elle savait que la vérité pouvait aggraver les choses, mais elle savait aussi que le mensonge l'avait menée jusqu'ici. Parce que ma mère tombait malade à force de chercher un travail qu'elle ne trouvait pas, parce que nous n'avions pas de quoi manger, parce que j'étais la seule à pouvoir faire quelque chose, et les langues sont la seule chose que j'ai. Savais-tu que c'était illégal ? Je savais que c'était nécessaire. La fonctionnaire la regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Léa ne pouvait déchiffrer. Compassion, jugement, les deux. « Léa, sais-tu qui a fait le signalement anonyme concernant ta famille ? » « Je crois que oui. »« Qui ? » ?»« Maximilien Ferrier. L'homme qui a licencié ma mère, l'homme qui a promis de me donner 1 million d'euros si je traduisais des documents, puis s'est moqué de moi quand je l'ai fait. » La fonctionnaire prit note. « C'est une accusation sérieuse. C'est la vérité. » Lorsqu'on leur permit finalement de se réunir, mère et fille s'étreignirent comme si elles ne s'étaient pas vues depuis des années. « Ils ne vont pas nous séparer, » murmura Léa à l'oreille de sa mère. « Je ne le permettrai pas. Ma petite courageuse. » Margot embrassa son front. « Ma petite guerrière. » Mais alors qu'elle sortait de l'école, aucune d'elles ne remarqua le véhicule stationné de l'autre côté de la rue, ni l'homme qui les observait avec un sourire satisfait. Thibaut Mercier baissa la vitre et composa un numéro sur son téléphone. « Monsieur Ferrier, tout s'est déroulé comme prévu. Les autorités sont maintenant impliquées. Ce n'est qu'une question de temps avant que la petite ne finisse dans le système de placement. » La voix de Ferrier résonna, satisfaite, à l'autre bout de la ligne. « Excellent. Personne ne m'humilie et s'en sort indemne. Absolument personne. Et que faisons-nous de la mère? Elle est déjà détruite, sans travail, sans argent, et bientôt sans fille. C'est une punition suffisante pour l'instant. Et si quelqu'un découvre notre implication? » Ferrier rit doucement. « Qui va croire une femme de ménage contre les actions de l'un des hommes les plus puissants du pays? Personne. C'est ça le privilège du pouvoir, Thibaut. On peut faire ce qu'on veut, et le monde se contente de regarder ailleurs. » L'appel fut coupé. Thibaut démarra son moteur et s'éloigna, laissant derrière lui une mère et une fille qui marchaient enlacées vers un avenir incertain. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un d'autre avait écouté cette conversation. Quelqu'un qui avait installé un dispositif d'écoute sur le téléphone de Thibaut des mois auparavant, attendant exactement ce moment. Quelqu'un qui connaissait tous les secrets de Maximilien Ferrier et qui venait de décider qu'il était temps d'agir, car dans l'ombre de la tour Ferrier, une tempête était sur le point d'éclater, et quand elle arriverait, plus rien ne serait comme avant. Gaston Leclerc avait vécu 73 ans en apprenant une vérité fondamentale. Le vrai pouvoir ne se mesure pas au cri, mais au silence. Assis dans son bureau privé, dans un immeuble sans nom au centre de la ville, il écoutait pour la 3e fois l'enregistrement de la conversation entre Thibaut Mercier et Maximilien Ferrier. Chaque mot confirmait ce qu'il soupçonnait depuis des années. Son neveu était devenu un monstre. Car oui, Maximilien Ferrier était son neveu, le fils de sa sœur cadette, que Gaston avait élevé comme son propre enfant lorsqu'elle était morte d'une maladie que les médecins n'avaient jamais su expliquer. Il lui avait donné éducation, opportunités, contacts, il lui avait tout appris sur les affaires, et Maximilien avait utilisé chaque leçon pour bâtir un empire de cruauté. « Monsieur Leclerc », la voix de son assistante, une femme nommée Claire Lefebvre,
interrompit ses pensées. « Les enquêtes que vous avez demandées sont complètes. » Claire déposa un dossier épais sur le bureau. C'était une femme d'âge mûr, discrète, efficace. Elle travaillait pour Gaston depuis des décennies et connaissait des secrets qui pourraient faire tomber des gouvernements. « Qu'avez-vous trouvé sur la petite ?» demanda Gaston sans lever les yeux. Léa Dubois, élève brillante, note parfaite à tous les niveaux, parle 5 langues avec une fluidité avérée. Sa mère, Margot Dubois, a travaillé 15 ans chez Ferrier International Participation jusqu'à son licenciement injustifié il y a 1 mois. Et le signalement anonyme. Nous avons retracé l'origine, continua Claire. Il a été effectué à partir d'un téléphone jetable, mais les tours de communication localisent l'appel à l'intérieur de la tour Ferrier, spécifiquement à l'étage des bureaux juridiques. Thibault, murmura Gaston le nom comme s'il était un poison. Il y a plus, Claire continua. La mère est malade. Cela a commencé comme une simple toux, mais cela a empiré. Nos contacts à l'hôpital communautaire indiquent qu'elle a visité la clinique gratuite 3 fois au cours des 2 dernières semaines. Les médecins soupçonnent une bronchite sévère, évoluant peu, être vers une pneumonie. Elle a besoin de médicaments qu'elle ne peut pas se payer. Gaston ferma les yeux. L'image de Margot marchant sous la pluie à la recherche de travail, tombant malade tandis que sa fille travaillait jusqu'au petit matin pour les maintenir à flot, lui causa un pincement de culpabilité. Il avait créé le monstre qui détruisait ses vies. Qu'en est-il du cas avec les services de protection de l'enfance? Audience prévue dans 1 semaine. Si l'évaluation détermine que le foyer est inadéquat, Léa sera retirée de la garde de sa mère et placée dans le système. Et les évaluateurs? C'est là que ça devient intéressant. Claire sortit un autre document. L'un des fonctionnaires assignés, Marc Perrine, a des liens financiers avec des filiales de Ferrier Holdings. Il reçoit des paiements mensuels catalogués comme consultation, mais il n'y a aucune preuve d'un quelconque service rendu. Un pot de vin déguisé. Gaston hocha lentement la tête. Maximilien a acheté l'évaluateur. Cela semble être le cas. Le verdict est probablement déjà décidé. Gaston se leva de sa chaise et marcha vers la fenêtre. De là, il pouvait voir la tour Ferrier briller au loin, un monument à l'ego d'un homme sans conscience. Pendant des années, Gaston avait observé depuis l'ombre. Il avait fondé Ferrier International Participations des décennies auparavant, mais s'était retiré lorsque sa santé avait commencé à décliner, laissant tout entre les mains de son neveu. Cela avait été sa plus grande erreur. Maximilien avait transformé l'entreprise, l'avait rendue plus grande, plus riche, plus puissante, mais l'avait également transformée en quelque chose de corrompu. Des pots de vin à des fonctionnaires, la destruction de concurrents, l'exploitation de travailleurs, et maintenant la persécution d'une mère et de sa fille pour le simple délit d'avoir blessé son orgueil. Claire. Gaston parla sans se retourner. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que vous ordonnerez. Je veux rencontrer cet enfant, Léa Dubois. » Léa marchait pour rentrer chez elle après l'école, quand elle remarqua que quelqu'un la suivait. Ce n'était pas évident. Qui que ce soit, il savait comment garder ses distances. Mais Léa avait développé des instincts aiguisés au cours des dernières semaines. Vivre sous menace constante fait ça aux gens. Elle accéléra le pas. Le suiveur accéléra également. Son cœur commença à battre plus vite. C'était quelqu'un envoyé par Ferrier. Un autre coup dans son jeu cruel. Elle pensa à courir, mais ses jambes tremblaient trop. Léa Dubois, l'appela une voix féminine. Elle se retourna brusquement. Une femme d'âge mûr s'approchait, les mains visibles, montrant qu'elle ne représentait aucune menace. « Qui êtes-vous » Léa recula d'un pas. « Je m'appelle Claire Lefebvre. Je ne viens pas vous faire de mal. Je viens vous offrir de l'aide. De l'aide. » Léa rit amèrement. La dernière personne qui a offert de l'aide a fini par nous dénoncer aux autorités. Je comprends votre méfiance, mais il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. Quelqu'un qui sait ce que Maximilien Ferrier vous a fait, à vous et à votre mère. Quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Qui? Il s'appelle Gaston Leclerc. Il était. Il est le propriétaire initial de Ferrier International Participation. Léa cligna des yeux. Le propriétaire initial? Mais Ferrier. Ferrier est son neveu. Gaston a fondé l'entreprise il y a des décennies et la lui a confiée lorsqu'il a pris sa retraite. Mais il n'a jamais imaginé ce qu'il en ferait. Et pourquoi voudrait-il nous aider? Claire la regarda avec une expression qui mêlait tristesse et détermination. Parce qu'il a passé des années à observer les cruautés de son neveu sans pouvoir rien faire. Parce qu'il a vu ce qu'il vous a fait dans cette salle de réunion et a eu honte de partager le sang de cet homme. Et parce qu'il croit que vous, Léa, avez quelque chose qu'il a perdu il y a longtemps. Quoi? Le courage d'affronter les puissants.
La rencontre eut lieu le soir même dans un petit café loin du centre-ville. Léa avait insisté pour un lieu public et Gaston avait accepté sans objection. Quand elle le vit entrer, Léa fut surprise. Elle s'attendait à quelqu'un d'imposant, d'intimidant. Au lieu de cela, elle trouva un vieil homme à la démarche lente, aux yeux fatigués mais gentils, et à un sourire qui semblait sincère. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Gaston s'assit en face d'elle avec des mouvements lents. « Je sais que vous n'avez aucune raison de faire confiance à quiconque est lié à Ferrier. »« Je n'en ai pas, » confirma Léa. « Mais je n'ai pas beaucoup d'options non plus. Direct. J'aime ça. » Gaston commanda 2 chocolats chauds au serveur avant de continuer. « Savez-vous qui je suis ? Votre assistante me l'a expliqué. Vous avez fondé l'entreprise. Ferrier est votre neveu. Plus que ça, je l'ai élevé. Quand ma sœur est morte, Maximilien n'avait que 8 ans. Je l'ai accueilli chez moi, je l'ai éduqué, je lui ai donné tout ce que j'avais. Je pensais que j'étais en train de former un homme de bien. Vous vous êtes lourdement trompé. Le pouvoir révèle qui nous sommes vraiment, soupira Gaston. Et Maximilien a révélé quelque chose que je ne voulais pas voir. Cruauté, ambition sans limite, mépris pour quiconque qu'il considère inférieur. Pourquoi n'avez-vous rien fait avant ? La question frappa Gaston comme une gifle. C'était la même question qu'il se posait chaque nuit. Lâcheté, admit-il. Honte, déni. Je me suis convaincu que c'était des rumeurs, des exagérations, que l'enfant que j'avais élevé ne pouvait pas être aussi mauvais. Mais quand je vous ai vu dans cette salle de réunion, quand j'ai vu à quel point mon neveu prenait plaisir à humilier une enfant devant des dizaines de personnes, j'ai su que je ne pouvais plus regarder ailleurs. Vous étiez là ? J'ai accès à toutes les caméras de sécurité de l'entreprise. Je n'ai jamais complètement renoncé au contrôle. C'était ma dernière sauvegarde, même si je n'aurais jamais pensé devoir l'utiliser. Léa traita l'information. Alors vous avez tout vu, tout. J'ai vu comment vous traduisiez ces documents avec une compétence que des professionnels mettraient des années à développer. J'ai vu comment vous avez affronté un homme qui a détruit des carrières d'un claquement de doigts. J'ai vu comment, lorsque le document en japonais est arrivé, vous avez eu la sagesse d'admettre ce que vous ne saviez pas et l'humilité de demander qu'on vous l'apprenne. Ses yeux s'humidifièrent légèrement. J'ai vu une enfant extraordinaire, traitée comme de la merde, par un homme qui ne mérite pas de lui nettoyer les chaussures. Le chocolat chaud arriva. Léa enveloppa ses mains autour de la tasse, absorbant la chaleur. « Qu'attendez-vous de moi ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux vous aider, vous et votre mère. »« Comment ?» Gaston sortit une enveloppe de sa veste. « Voici suffisamment d'argent pour payer le traitement médical de votre mère. Je sais qu'elle est malade. Je sais qu'elle a besoin de médicaments qu'elles ne peuvent pas se payer. » Léa regarda l'enveloppe, mais ne la toucha pas. « Et en échange ? Rien. Personne ne donne quelque chose en échange de rien. » Gaston sourit avec une admiration sincère. « Vous avez raison. Il y a toujours une raison. La mienne est la rédemption. J'ai passé des années à permettre à mon neveu de détruire des vies pendant que je comptais mes pièces en silence. Vous aider n'effacera pas mes péchés, mais peut être que cela m'aidera à l'empêcher d'en commettre d'autres. Il y a autre chose. » Léa le regarda droit dans les yeux. « Vous voulez autre chose que de vous sentir mieux avec vous-même. » Gaston garda le silence pendant un long moment. Finalement, il hocha la tête. « Je veux arrêter Maximilien, non seulement pour ce qu'il vous a fait, mais pour tout ce qu'il a fait pendant des années, les pots de vin, les manipulations, les vies qu'il a ruinées. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de quelqu'un en qui avoir confiance, quelqu'un qui n'a pas de prix, quelqu'un que Maximilien ne verrait jamais venir. Moi, » Léa faillit rire. « Je suis une enfant. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Vous avez quelque chose de plus précieux que tout ça. Vous avez la vérité, votre histoire, votre talent, votre courage. Le monde commence déjà à entendre parler de vous. » Les investisseurs qui étaient à cette réunion n'ont pas cessé de parler de la petite fille qui a humilié Ferrier dans sa propre salle de conférence. Parler. Elisa Rossi, l'investisseuse italienne, a annulé toutes ses négociations avec Ferrier Holdings. Omar Al-Rachid a fait de même. Karl Brenner reconsidère sa participation. Et Yuki Tanaka a publié un article dans un magazine d'affaires japonais sur l'importance de reconnaître le talent quelle que soit son origine. Malasing Pantra, Muriyen, Evieson, Orlando, Eniande. Léa sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Espoir, fierté. Elle n'était pas sûre. « Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?»« Pour l'instant, rien. Je veux juste que vous acceptiez mon aide, que vous me permettiez de payer le traitement de votre mère, que vous me laissiez vous protéger de ce qui arrive. » Ce qui arrive. L'expression de Gaston s'assombrit. L'audience avec les services de protection de l'enfance.
Maximilien a acheté l'un des évaluateurs. Le résultat est prédéterminé. Ils vont vous retirer à votre mère. Le monde de Léa s'arrêta. Comment savez-vous ça? Parce que j'ai des yeux partout et parce que je connais mon neveu. Il ne s'arrêtera pas avant de vous avoir complètement détruite. Les larmes menacèrent de couler, mais Léa les retint. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas maintenant. Pouvez-vous l'arrêter? Je peux essayer, mais j'ai besoin de temps et j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Léa regarda l'enveloppe sur la table. Elle pensa à sa mère toussant chaque nuit, s'aggravant chaque jour. Elle pensa à l'audience qui approchait comme une tempête inévitable. Elle pensa à toutes les portes qui s'étaient fermées, à tous les espoirs qui étaient morts, et elle pensa à quelque chose que sa mère lui disait toujours. Quand tu n'as rien à perdre, toute main tendue est un pont. Elle prit l'enveloppe. D'accord, dit-elle. Je vous ferai confiance. Mais si vous me trahissez, si vous blessez ma mère de quelque manière que ce soit, je trouverai le moyen de vous détruire. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. Gaston la regarda avec un mélange d'étonnement et de respect. Je sais. Et c'est exactement pourquoi je crois en vous. Ce soir-là, quand Léa rentra chez elle, elle trouva sa mère assise dans l'obscurité en train de pleurer. « Maman !» Elle courut vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Margot leva un papier froissé. C'était une lettre officielle des services de protection de l'enfance. Ils ont avancé l'audience. Sa voix était à peine un murmure. C'est après-demain. Ils disent qu'ils ont suffisamment de preuves pour déterminer que notre foyer est inadéquat. Léa sentit le sol disparaître sous ses pieds. Gaston avait dit qu'il avait besoin de temps, mais le temps était écoulé. « Maman, écoute-moi. » Elle prit les mains de sa mère entre les siennes. « J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui veut nous aider. Quelqu'un qui a le pouvoir d'affronter Ferrier. Qui? L'homme qui a fondé son entreprise. Son propre oncle. » Margot la regarda avec incrédulité. « L'oncle de Ferrier? Et tu le crois? » « Je ne sais pas si je le crois, mais nous devons essayer. C'est notre seule chance. » La toux de Margot interrompit la conversation. Elle était profonde, douloureuse, et cette fois, elle fut accompagnée de quelque chose qui fit s'arrêter le cœur de Léa, du sang. Sur le mouchoir que sa mère utilisa pour se couvrir la bouche, il y avait des taches de sang. « Maman, ce n'est rien. » Margot essaya de cacher le mouchoir. « C'est juste. Ne me mens pas !» cria Léa, des larmes coulant sur ses joues. « Depuis combien de temps ça arrive ?» Margot ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ses yeux disaient tout. « On va à l'hôpital tout de suite. On ne peut pas se le permettre. » Léa sortit l'enveloppe que Gaston lui avait donnée. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis des années. Maintenant, on peut. Aux urgences de l'hôpital central, pendant que les médecins examinaient Margot, Léa passa un appel. « Monsieur Leclerc, c'est Léa. Ma mère est très malade. Et ils ont avancé l'audience. C'est après-demain. » La voix de Gaston retentit, tendue, à l'autre bout. Ils accélèrent tout. Maximilien doit se douter de quelque chose. Que faisons-nous? Il y eut une longue pause. Puis, Gaston parla avec une détermination renouvelée. « Prépare-toi, Léa, car nous allons faire quelque chose à quoi mon neveu ne s'attendra jamais. » « Quoi? Nous allons dire la vérité, toute la vérité, devant le monde entier. » La salle d'attente de l'hôpital central sentait le désinfectant et le désespoir. Léa avait passé la nuit entière assise sur une chaise en plastique, regardant l'horloge avancer seconde après seconde, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'à sa mère derrière ses portes blanches. Les médecins avaient confirmé le pire, pneumonie sévère. Margot avait besoin d'une hospitalisation immédiate, de médicaments coûteux et surtout d'un repos absolu. Des semaines à marcher sous la pluie à la recherche de travail, des nuits sans sommeil à s'inquiéter pour sa fille et le stress constant de vivre sous menace avaient détruit son système immunitaire. « Elle est forte », avait dit le docteur. Hélène Moreau, une femme aux yeux compatissants qui semblait sincèrement inquiète, mais elle doit rester ici au moins une semaine. Si l'infection atteint complètement les poumons, on pourrait parler de quelque chose de beaucoup plus grave. Une semaine. L'audience était dans 2 jours. Léa sentait que l'univers conspirait contre elle. Chaque fois qu'elle trouvait une petite lueur d'espoir, une nouvelle obscurité apparaissait pour l'éteindre. Son téléphone vibra. C'était un message de Claire Lefebvre. « Monsieur Leclerc a besoin de vous voir. C'est urgent. Envoie l'adresse. » Léa regarda la chambre où sa mère dormait, connectée à des machines qui surveillaient chaque battement de son cœur. Elle ne voulait pas la laisser seule, mais elle ne pouvait pas non plus rester sans rien faire pendant que son monde s'écroulait. Elle demanda à une infirmière de surveiller sa mère et quitta l'hôpital. L'adresse la mena à un vieil immeuble dans un quartier de la ville que Léa ne connaissait pas. Il n'y avait pas d'enseigne, pas d'indication,
Juste une porte en bois sombre qui s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Claire l'attendait à l'intérieur. « Suivez-moi », dit-elle sans plus d'explication. Elles montèrent des escaliers étroits jusqu'à un bureau qui semblait sortir d'une autre époque. Des livres couvraient les murs du sol au plafond. Des cartes anciennes pendaient dans des cadres dorés. Et au centre, assis derrière un bureau en chêne massif, Gaston Leclerc révisait des documents avec une expression grave. Mais il n'était pas seul. Léa s'arrêta net lorsqu'elle reconnut les autres personnes dans la pièce. Elisa Rossi, l'investisseuse italienne, était assise dans un fauteuil en cuir, les jambes croisées avec élégance. Omar Al-Rachid, l'homme d'affaires arabe, se tenait debout près de la fenêtre. Son expression sérieuse, mais pas hostile. Et Yuki Tanaka, la cadre japonaise, occupait une chaise près du bureau, ses mains reposant sur une mallette. « Que se passe-t-il » demanda Léa, sa voix tremblant légèrement. « Asseyez-vous, Léa. » Gaston désigna une chaise vide. « Il y a beaucoup à expliquer, et peu de temps. » Léa obéit, même si chaque muscle de son corps lui criait de s'enfuir. Elisa Rossi fut la première à parler. Son français avait un accent élégant, mais était parfaitement compréhensible. « Après ce que nous avons vu dans cette salle de réunion, aucun de nous n'a pu vous oublier. Une enfant confrontant un homme comme Ferrier, démontrant des compétences que des professionnels mettraient des décennies à développer. C'était extraordinaire. Mais plus que ça, continua Omar Al-Rachid, sa voix profonde résonnant dans la pièce. C'était révélateur. Ferrier a montré sa vraie nature ce jour-là, et cela nous a incités à enquêter plus profondément sur ses affaires. Enquêter ? Léa regarda Gaston, cherchant une explication. Les investisseurs internationaux ont des ressources que je n'ai pas, expliqua Gaston. Lorsque je les ai contactés il y a quelques jours, ils avaient déjà commencé leurs propres enquêtes sur Ferrier Holdings. Ce qu'ils ont trouvé est dévastateur. Yuki Tanaka ouvrit sa mallette et sortit un dossier épais. Documents falsifiés, contrats manipulés, pots de vin à des fonctionnaires dans 6 pays différents, exploitation de travailleurs dans des usines filiales, et quelque chose de pire. Elle tendit le dossier à Léa. Votre mère n'a pas été la première employée que Ferrier a détruite pour des raisons personnelles. Il y a un schéma. India. Kanamsav. Ayim. Des dizaines de personnes au fil des ans, des travailleurs qui l'ont contredit, qui ont refusé de participer à ces combines, qui lui sont simplement tombés sur les nerfs. Tous ont fini de la même manière. Licenciés, diffamés, empêchés d'obtenir un emploi n'importe où. Pourquoi personne n'a rien fait avant ? Demanda Léa d'une voix brisée. Parce que le pouvoir protège le pouvoir, répondit Elisa avec amertume. Ferrier a des relations au gouvernement, dans les médias, dans le système judiciaire. Quiconque tentait de l'exposer était réduit au silence avant de pouvoir parler, mais maintenant nous sommes nombreux. Et nous avons quelque chose à quoi Ferrier ne s'attendait pas, ajouta Omar. Quoi ? Vous ? Gaston se pencha en avant. Votre histoire est devenue virale, Léa. La vidéo de la salle de réunion a été divulguée sur Internet il y a 3 jours. Quoi ? Léa sentit l'air quitter ses poumons. Comment ? Je l'ai divulguée, admit Gaston sans remords. C'était un risque calculé. Je savais que Ferrier accélérerait sa vengeance, mais je savais aussi que le monde avait besoin de voir qui est vraiment mon neveu. Claire alluma un écran sur le mur. La vidéo montrait exactement ce dont Léa se souvenait. Ferrier, se moquant d'elle, le défi du million d'euros, sa démonstration en 4 langues, l'humilité face aux Japonais. Mais le plus frappant étaient les chiffres sous la vidéo. 47 millions de vues. En 3 jours, le monde entier parle de vous, dit Elisa. Vous êtes en tendance dans 17 pays. Des journalistes du monde entier veulent vous interviewer, et le plus important, ils enquêtent sur Ferrier. Léa ne pouvait pas traiter ce qu'elle voyait. Son moment d'humiliation s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Les gens ne se moquaient pas d'elle. Ils l'admiraient, la défendaient, exigeaient justice. Les commentaires. Yuki montra l'écran où apparaissaient des milliers de messages. Il demande que Ferrier tienne sa promesse. Le million d'euros. Les gens disent que vous le méritez. Je ne veux pas de son argent, dit Léa avec fermeté. Je veux juste qu'il laisse ma famille tranquille. Et c'est exactement ce que nous allons obtenir. Gaston se leva. Mais nous avons besoin de votre aide. Mon aide pourquoi ? Pour la conférence de presse que nous avons organisée pour demain. Les heures suivantes furent un tourbillon de préparation. Gaston expliqua le plan. Demain, quelques heures avant l'audience avec les services de protection de l'enfance, il tiendrait une conférence de presse internationale. Les investisseurs présenteraient les preuves des crimes corporatifs de Ferrier. Gaston révélerait son identité en tant que fondateur de l'entreprise et dénoncerait publiquement les actions de son neveu. Et Léa raconterait son histoire. Non seulement ce qui s'est passé dans la salle de réunion, précisa Gaston, tout.
Le licenciement injuste de votre mère, la campagne pour l'empêcher de trouver du travail, le signalement anonyme, l'évaluateur acheté, tout. Et vous croyez que ça va marcher? Demanda Léa avec scepticisme. Ferrier a du pouvoir, il a des avocats, il a des relations. Mais il n'a pas quelque chose que nous avons, répondit Omar, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La vérité documentée. Et 47 millions de témoins qui sont déjà de votre côté. Elisa s'approcha de Léa et lui prit les mains. Je sais que vous avez peur, n'importe qui l'aurait. Mais ce que vous avez fait dans cette salle de réunion a prouvé que vous avez plus de courage que des hommes qui ont dirigé des nations. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Yuki hocha la tête. Au Japon, nous disons « Nana Korobi Yaoki ». Cela signifie tomber 7 fois et se relever 8. Vous vous êtes déjà relevé plus de fois que je ne peux en compter. Une fois de plus ne vous vaincra pas. Léa regarda chacun des présents. Un vieil homme cherchant la rédemption. Une investisseuse italienne qui avait risqué des millions par principe, un homme d'affaires arabe qui croyait en la justice, une cadre japonaise qui valorisait l'humilité par-dessus l'arrogance, et elle, une enfant qui voulait seulement protéger sa mère. « D'accord », dit-elle finalement. « Je vais le faire. » Cette nuit-là, Léa retourna à l'hôpital. Sa mère était réveillée, bien que faible. « Où étais-tu » demanda Margot d'une voix rauque. Léa s'assit à côté de son lit et lui raconta tout. La vidéo virale, les investisseurs, le plan pour la conférence de presse, l'audience qui approchait. Quand elle eut terminé, Margot pleurait silencieusement. « Ma petite courageuse » murmura-t-elle. « Quand as-tu cessé d'être ma petite fille pour devenir une guerrière ? Je n'ai jamais cessé d'être ta petite fille, maman. J'ai juste appris à me battre pour ce que j'aime. J'ai peur, admit Margot. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si tu affrontes cet homme publiquement. Moi aussi j'ai peur. Léa prit la main de sa mère. Mais j'ai plus peur de ne rien faire et de te perdre, qu'il nous sépare, qu'il gagne. Et si ça ne marche pas? Alors au moins, le monde saura la vérité. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Margot ferma les yeux. Ta grand-mère disait que les mots ont du pouvoir, que celui qui maîtrise les mots maîtrise le monde. Ta grand-mère, je ne t'ai jamais beaucoup parlé d'elle. Elle est morte quand j'étais jeune, mais elle était traductrice, tout comme toi. Elle parlait 6 langues. Elle a travaillé pour des ambassades, pour des entreprises, pour des gouvernements. Et elle disait toujours que son plus grand don n'était pas les langues, mais la capacité de faire en sorte que des personnes différentes se comprennent. Léa sentit des larmes se former dans ses yeux. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que quand elle est morte, j'ai perdu le lien avec ce monde. Je suis devenu ce que le monde attendait de moi. Quelqu'un d'invisible qui nettoie ce que les autres salissent. Mais toi, Léa, tu as hérité de son feu. Et demain, tu vas faire exactement ce dont elle a toujours rêvé. Quoi? Tu vas utiliser les mots pour changer le monde. La matinée de la conférence de presse se leva grise et froide. Léa avait à peine dormi. Elle avait passé des heures à répéter ce qu'elle dirait, comment elle le dirait, anticipant les questions qu'on pourrait lui poser, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle trouva en arrivant à la salle où l'événement aurait lieu. Des centaines de journalistes remplissaient l'espace. Des caméras de télévision du monde entier pointaient vers une petite scène où un podium avec des microphones avait été placé. Dehors, lui informa Claire, des milliers de personnes s'étaient rassemblées, beaucoup avec des pancartes disant « Justice pour Léa » et « Ferrier doit payer ». « Le monde regarde », lui dit Gaston alors qu'il marchait vers la scène. « Es-tu prête ?»« Non », admit Léa, « mais je vais le faire quand même. » La conférence commença avec Gaston se présentant, révélant son identité en tant que fondateur de Ferrier Holdings et dénonçant publiquement les actions de son neveu. Les journalistes explosèrent de questions, mais Gaston garda son calme, présentant document après document comme preuve. Puis vinrent les investisseurs. Elisa parla des irrégularités financières. Omar révéla les pots de vin internationaux. Yuki présenta des témoignages d'anciens employés qui avaient subi le même sort que Margot. Et finalement, ce fut le tour de Léa. Elle marcha vers le podium avec des jambes qui tremblaient, mais une voix qui refusait de se briser. Elle regarda les caméras, imagina les millions d'yeux l'observant de partout dans le monde et commença à parler. « Je m'appelle Léa Dubois, j'ai 11 ans. Ma mère est femme de ménage et il y a un mois, un homme puissant a promis de me donner 1 million d'euros si je pouvais traduire des documents en 5 langues. Elle fit une pause. Le silence dans la salle était absolu. J'en ai traduit 4 sur 5 parfaitement. Le 5e était le japonais, une langue que je ne connais pas. Mais au lieu de mentir, j'ai admis ma limite et j'ai demandé à apprendre. Savez-vous ce que cet homme a fait? Il a ri. Il a dit que c'était une blague, puis il a licencié ma mère pour m'avoir amené au travail ce jour-là.
Les caméras capturaient chaque mot, chaque expression, chaque larme que Léa refusait de laisser couler. Mais cela ne lui a pas suffi. Il s'est assuré qu'aucune entreprise de la ville n'embauche ma mère. Il a fait un signalement anonyme pour qu'on me retire la garde de ma mère. Il a acheté des fonctionnaires pour garantir que nous perdions tout. Elle leva un dossier contenant des copies des preuves. Voici la preuve. Documents, enregistrements, témoignages, tout ce dont vous avez besoin pour voir qui est vraiment Maximilien Ferrier. Elle regarda directement la caméra principale. « Monsieur Ferrier, si vous regardez ceci, je veux que vous sachiez une chose. Je n'ai pas peur de vous. Ma mère m'a appris que la dignité ne s'achète ni ne se vend, et ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, mais dont le feu coule dans mes veines, m'a appris que les mots peuvent changer le monde. » Sa voix se renforça à chaque phrase. « Vous avez essayé de nous détruire, mais la seule chose que vous avez réussi à faire, c'est de réveiller quelque chose qui ne pourra plus jamais dormir. Car maintenant le monde sait qui vous êtes, et le monde regarde. » Le silence qui suivit les mots de Léa ne dura que 3 secondes, puis le chaos. Les journalistes se levèrent de leur siège en criant des questions. Les flashs des caméras explosèrent comme des feux d'artifice. Le murmure de la foule à l'extérieur se transforma en un rugissement qui traversait les murs de l'immeuble. Mais Léa n'entendait rien de tout cela. Ses yeux étaient fixés sur un écran latéral qui montrait la diffusion en direct. Les chiffres de spectateurs augmentaient à chaque seconde. 1 million, 2 millions, 5 millions. Des gens du monde entier assistaient à ce moment. Gaston s'approcha du podium et prit le contrôle. « Nous allons maintenant répondre aux questions de manière ordonnée. S'il vous plaît, levez la main. » Les mains se levèrent comme une forêt de doigts désespérés. « Vous, au premier rang. » Gaston désigna une journaliste rousse avec l'accréditation d'une chaîne internationale. « Merci. Je suis Victorine Leroy de Nouvelle Mondiale. Monsieur Leclerc vous dit être le fondateur de Ferrier Holdings et l'oncle de Maximilien Ferrier. Avez-vous des preuves de cette parenté ?» Gaston hocha la tête. « J'ai des certificats de naissance, des documents d'adoption informels, des relevés bancaires qui montrent les transferts que j'ai effectués pour son éducation et des photos de famille qui couvrent des décennies. Tout sera remis aux autorités compétentes. » Une autre main se leva. Un homme chauve avec un accent britannique. Jonathan Pierce, Le Monde économique. « Pour les investisseurs présents, êtes-vous prêt à témoigner formellement contre Ferrier Holdings? Et quelles implications cela aurait-il pour vos propres affaires ?» Elisa Rossi s'approcha du microphone. « Nous sommes prêts à témoigner. Quant aux implications, nous perdrons de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais il y a des choses plus importantes que les profits. L'intégrité en fait partie. » Omar Al-Rachid ajouta. « Dans ma culture, l'honneur vaut plus que l'or. Ce que nous avons vu dans cette salle de réunion a été le déshonneur d'un homme qui croit que l'argent le protège de tout. Il s'est trompé. » Les questions continuèrent pendant près d'1 heure sur les documents, sur les témoignages, sur le schéma de comportement de Ferrier. Chaque réponse était une pierre de plus dans le mur qui se construisait autour de l'empire du PDG. Finalement, une jeune journaliste leva la main timidement. « Cette question est pour Léa. Comment avez-vous appris autant de langues si jeune ?» Léa regarda la journaliste. C'était la première question qui lui était adressée spécifiquement depuis sa déclaration initiale. « Ma mère travaillait toute la journée, commença-t-elle. Quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps seule. Les voisins de notre immeuble venaient de différents pays. Madame Ingrid d'Allemagne m'a enseigné sa langue tout en prenant soin de moi. Monsieur Ahmad de Syrie me racontait des histoires en arabe pendant que son épouse cuisinait pour nous. Madame Colette, une vieille dame française qui vivait au 3e étage, me lisait de la poésie dans sa langue. Chaque après-midi, elle fit une pause, se souvenant de visages qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Pour eux, je n'étais pas la fille de la femme de ménage. J'étais simplement Léa, une enfant curieuse qui posait beaucoup de questions. Ils m'ont enseigné leur langue parce que c'était la seule chose qu'ils avaient à donner, et j'ai appris parce que c'était la seule façon que je connaissais de les remercier pour leur amour. Le silence qui s'ensuivit fut différent du précédent. Ce n'était pas de la tension, ni de l'attente. C'était du respect. « Et l'anglais ?» demanda doucement la journaliste. « Internet. » Léa sourit légèrement. « Vidéos, films, chansons. Ma mère ne pouvait pas me payer de cours privés, mais la connaissance est là pour quiconque veut la chercher. » La conférence se termina en début d'après-midi. Alors que Léa était escortée hors de l'immeuble, son téléphone commença à vibrer sans contrôle. Des messages de numéros inconnus, des notifications de réseaux sociaux, des appels manqués de préfixes internationaux. Mais un seul message attira son attention. C'était du docteur Hélène Moreau de l'hôpital. « Votre mère s'est réveillée. Elle demande de vos nouvelles. Venez dès que vous le pouvez. » Léa courut. Dans la chambre d'hôpital, Margot était assise sur le lit, les yeux fixés sur un petit téléviseur qui diffusait les nouvelles.
La conférence de presse était le sujet principal sur chaque chaîne. « Ma petite », murmura-t-elle lorsque Léa entra. « Ma petite guerrière ». Léa se jeta dans ses bras, pleurant pour la première fois depuis des jours. Toutes les émotions contenues, toute la peur, toute la pression, s'échappèrent dans des sanglots qui secouaient tout son corps. « Tu l'as fait. » Margot caressa ses cheveux. « Tu as affronté un monstre, et le monde entier l'a vu. J'avais tellement peur, maman, tellement peur d'échouer, que ça ne serve à rien. Mais tu n'as pas échoué, tu n'as jamais échoué, Léa. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec le cœur, et le cœur ne ment jamais. » Le docteur, Moreau entra à ce moment-là avec un sourire qui illuminait son visage. « J'ai de bonnes nouvelles, l'infection répond au traitement. Si tout continue ainsi, votre mère pourrait sortir de l'hôpital dans 4 ou 5 jours. » « Vraiment ?» Léa sentit une vague de soulagement. « Vraiment, bien qu'elle aura besoin d'un repos absolu pendant plusieurs semaines. Pas de stress, pas de soucis. » Margot rit doucement. « Ça va être difficile avec une fille qui vient de déclarer la guerre à l'un des hommes les plus puissants du pays. » La docteure les regarda avec curiosité. « J'ai vu la conférence de presse. Tout l'hôpital l'a vu. Les infirmières parlent d'organiser une collecte de fonds pour vous. »« Nous n'avons pas besoin de charité, » commença Margot. Mais Léa l'interrompit. « Nous avons besoin de justice, docteur, et aujourd'hui nous avons fait le premier pas pour l'obtenir. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'appels et de visites. Claire arriva la première avec des nouvelles qui changeaient tout. Le procureur général a annoncé une enquête formelle contre Ferrier Holdings. Ils examinent tous les documents que nous avons présentés, et il y a plus. 3 anciens employés qui étaient restés silencieux par peur veulent maintenant témoigner. Puis Gaston arriva, visiblement épuisé, mais avec une énergie renouvelée. Maximilien a disparu. Il n'est pas chez lui, pas au bureau, pas dans aucun de ses lieux habituels. Ses avocats disent qu'il évalue les options légales, mais la vérité est qu'il s'enfuit. S'enfuit? Léa fronça les sourcils. Où ça? Il a des propriétés dans plusieurs pays, des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Il pourrait être n'importe où. Et l'audience de demain, celle des services de protection de l'enfance? Gaston sourit pour la première fois depuis des jours. Annulé. Le fonctionnaire que Maximilien avait acheté, Marc Perrin, a été arrêté ce matin. Il a tout avoué en échange d'une réduction de peine. Le signalement anonyme contre votre famille a été officiellement classé sans suite. Léa sentit ses genoux fléchir. Margot la soutint pendant qu'elles pleuraient toutes les deux de soulagement. « Ça veut dire qu'ils ne vont pas me séparer de ma mère? Ça veut dire exactement ça. Personne ne vous séparera jamais. » Mais le calme fut de courte durée. Cette nuit-là, alors que Léa somnolait sur une chaise à côté du lit de sa mère, son téléphone sonna. C'était un numéro masqué. Elle hésita avant de répondre. Quelque chose dans son instinct lui disait de ne pas le faire, mais la curiosité fut plus forte. « Allô, Léa Dubois. » La voix à l'autre bout était déformée, méconnaissable. « Vous avez commis une grave erreur. » « Qui est-ce » ? « Quelqu'un qui sait des choses que même Monsieur Leclerc ne sait pas sur son cher neveu. »« Their son, my now when now too then, in the John Hun, now when now. » Léa sentit un frisson parcourir son dos. « Quelle chose ! Maximilien Ferrier n'est pas celui que tout le monde croit. Sa cruauté a des racines plus profondes que vous ne l'imaginez. Des racines qui s'étendent jusqu'à votre propre famille. »« Ma famille ? Je ne comprends pas. » »« Votre grand-mère, la traductrice. Croyez-vous que c'était une coïncidence qu'elle soit morte si jeune? Croyez-vous que c'était une coïncidence que votre mère ait fini par travailler exactement dans l'entreprise de Ferrier? » Le cœur de Léa battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. « Qu'est-ce que vous racontez? Je dis qu'il y a une histoire que personne ne vous a racontée. Une histoire qui relie votre famille au Ferrier depuis des décennies. Et si vous voulez connaître la vérité complète, vous devez chercher à l'endroit où tout a commencé. Quel endroit? Le dossier personnel de Gaston Leclerc. Demandez-lui l'année où il a rencontré votre grand-mère. Demandez-lui ce qui s'est passé à l'ambassade d'Espagne. Demandez-lui pourquoi votre mère n'a jamais su qui était son père. » La communication fut coupée. Léa resta paralysée. Le téléphone, toujours collé à son oreille. Les mots de la voix mystérieuse rebondissaient dans son esprit comme des échos dans une caverne sombre. Sa grand-mère, l'ambassade d'Espagne, le père de sa mère. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Elle regarda Margot, qui dormait profondément grâce aux médicaments. Sa mère n'avait jamais parlé de son père. Léa avait toujours supposé que c'était un sujet douloureux, quelque chose qu'elle ne devait pas demander. Mais maintenant, les questions se multipliaient comme des virus dans son esprit. Qui était le père de sa mère? Quel lien sa grand-mère avait-elle avec les Ferrier? Et pourquoi quelqu'un voulait-il qu'elle sache tout ça juste maintenant? Le lendemain matin, Léa confronta Gaston. «
Elle le trouva dans son bureau, en train de réviser des documents juridiques liés à l'enquête contre son neveu. Lorsqu'elle entra, il remarqua immédiatement que quelque chose avait changé dans son expression. « J'ai reçu un appel hier soir », dit-elle sans préambule. « Quelqu'un m'a dit de vous interroger sur ma grand-mère, sur l'ambassade d'Espagne, sur le père de ma mère. » La couleur se vida du visage de Gaston. « Qui t'a appelé ?»« Je ne sais pas. » La voix était déformée, mais elle savait des choses qui m'ont fait réaliser qu'il y a une histoire que personne ne m'a racontée. Gaston s'effondra sur sa chaise, comme s'il pesait soudain le double. « J'espérais que tu n'aurais jamais à savoir ça, » murmura-t-il. « J'espérais pouvoir vous aider sans que la vérité ne soit révélée. »« Quelle vérité ?» Le vieil homme ferma les yeux pendant un long moment. Quand il les ouvrit, il y avait des larmes dedans. « Ta grand-mère Catherine Dubois était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Elle travaillait comme traductrice à l'ambassade d'Espagne lorsque je l'ai rencontrée. Elle avait la même lumière dans les yeux que toi, la même passion pour les langues, le même feu intérieur. Il fit une pause, comme si chaque mot lui coûtait un effort physique. Nous sommes tombés amoureux. C'était un amour interdit. Impossible. J'étais marié, j'avais des responsabilités, une réputation à maintenir, mais Catherine était comme un aimant. Je ne pouvais pas m'éloigner d'elle, même si je savais que je devais le faire. Léa sentit le sol bouger sous ses pieds. Vous êtes en train de dire que vous et ma grand-mère avez eu une relation? Elle a duré près de 2 ans, et de cette relation est née une enfant que Catherine a élevée seule parce que j'étais trop lâche pour la reconnaître publiquement. Ma mère, murmura Léa. Ma mère est votre fille. Gaston hocha la tête, incapable de la regarder dans les yeux. Margot est ma fille, ce qui signifie que toi, Léa, tu es ma petite fille. Nanti you are, en klaven bien, nanti you are. Le monde de Léa s'écroula et se reconstruisit en un instant. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur son histoire, sur elle-même, était un mensonge. Ma mère le sait? Non, Catherine ne le lui a jamais dit. Elle m'a fait promettre de garder le secret jusqu'à ma mort. Mais maintenant, Ferrier est votre neveu. Léa relia les poings avec une horreur croissante. Ce qui signifie que Ferrier est le cousin de ma mère. Ce qui signifie que l'homme qui a essayé de nous détruire est de ma famille. Oui, Gaston la regarda finalement. Maximilien n'est au courant de rien. Personne ne le savait, à part moi et ta grand-mère. Mais quelqu'un d'autre a découvert la vérité. Quelqu'un qui veut l'utiliser. L'utiliser pourquoi? Je ne sais pas. Mais nous devons le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Léa s'effondra sur une chaise, son esprit traitant des informations qui changeaient tout. Elle était la petite fille de Gaston Leclerc, la cousine de Maximilien Ferrier, l'héritière d'un héritage qu'elle ignorait exister. Et quelqu'un, quelque part, connaissait tous ses secrets et les utilisait comme des pièces dans un jeu qu'elle commençait à peine à comprendre. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Maintenant » Gaston se leva avec une détermination renouvelée. « Nous trouvons qui est derrière tout ça, et nous découvrons ce qu'il veut vraiment. » Mais avant qu'il ne puisse faire le premier pas, le téléphone de Gaston sonna. C'était Claire, et sa voix semblait terrifiée. « Monsieur Leclerc, allumez les informations tout de suite. » Gaston alluma le téléviseur. L'image qui apparut leur coupa le souffle à tous les deux. Maximilien Ferrier était à l'écran, debout devant un microphone avec un sourire qui glaçait le sang, et les mots qu'il prononça changèrent tout. « J'ai des informations qui vont détruire Gaston Leclerc, et révéler que la petite héroïne Léa Dubois fait partie d'une conspiration familiale visant à voler mon entreprise, et j'ai les preuves pour le démontrer. » Les mots de Maximilien Ferrier résonnaient sur l'écran comme un arrêt de mort. Léa sentit l'air quitter ses poumons. Gaston pâlit visiblement, ses mains tremblantes alors qu'il regardait son neveu à l'écran. « Dans les prochaines 24 heures, continua Ferrier, avec ce sourire qui glaçait le sang, je vais révéler des documents qui prouvent que Gaston Leclerc planifie depuis des décennies de reprendre le contrôle de mon entreprise. Et son arme secrète est une enfant qui se révèle être sa petite fille illégitime. » Le mot frappa Léa comme un coup de poing. Illégitime. Comme si son existence était une erreur. Comme si sa vie était une tâche qui devait être effacée. Cette prétendue histoire de David contre Goliath, Ferrier cracha les mots, est en réalité une conspiration familiale pour me détruire, et j'ai quelqu'un qui peut tout confirmer. La caméra se déplaça, révélant une personne assise à côté de Ferrier, Thibault Mercier, l'avocat qui avait été son bras droit, l'homme qui avait exécuté chaque ordre cruel, chaque vengeance impitoyable. Il était là maintenant avec une expression nerveuse mais déterminée. « Monsieur Mercier », Ferrier s'adressa à lui, « racontez au monde ce que vous savez. » Thibault s'éclaircit la gorge. « Pendant des années,
J'ai travaillé aux côtés de Monsieur Leclerc avant qu'il ne prenne sa retraite. J'ai été témoin de conversations privées où il exprimait son intention de récupérer l'entreprise lorsque le moment serait opportun. Il mentionnait une fille secrète qu'il utiliserait un jour comme héritière légitime. Léa regarda Gaston avec horreur. « C'est vrai? » »« Non !» Gaston nia avec véhémence. « Thibaut ment. Il n'a jamais travaillé directement avec moi. Il a été embauché par Maximilien des années après ma retraite. Alors pourquoi dit-il ces choses? Parce que Maximilien le tient. Thibaut en sait trop sur les vrais crimes de mon neveu. S'il ne coopère pas, il ira en prison avec lui. » À l'écran, Ferrier continuait sa performance. Demain à 10h du matin, au même endroit où cet enfant a fait son cirque médiatique, je présenterai toutes les preuves. Le monde verra qui sont vraiment les Leclerc et les Dubois. Une famille de menteurs et de manipulateurs. La diffusion se termina. Le silence dans le bureau de Gaston était assourdissant. « Nous devons faire quelque chose. » Léa rompit le silence. « Nous ne pouvons pas le laisser mentir à notre sujet. Ce qu'il dit n'a aucun fondement juridique. » Tenta Gaston de garder son calme, mais sa voix tremblait. Il n'y a pas de document prouvant une conspiration parce qu'il n'y a pas de conspiration. Mais le dommage public est déjà fait, intervint Claire. Les gens qui vous soutenaient ont maintenant des doutes. Les réseaux sociaux explosent de théories. Le téléphone de Gaston sonna. C'était Elisa Rossi. Gaston, je viens de voir la diffusion. Il faut qu'on parle tout de suite. Une demi-heure plus tard, les investisseurs étaient à nouveau réunis dans le bureau. Leurs expressions mêlaient inquiétude et détermination. L'accusation de Ferrier est ridicule, parla Omar Al-Rachid le premier. Quiconque a vu la vidéo originale sait que cet enfant ne jouait pas la comédie. Son talent est authentique. Mais Ferrier a quelque chose, fit remarquer Elisa avec pragmatisme. Il ne ferait pas une telle déclaration sans avoir une sorte de preuve, même si elle est fabriquée. Fabriquée? Demanda Léa. De faux documents, expliqua Yuki Tanaka. Dans le monde de l'entreprise, c'est plus courant que vous ne l'imaginez. On crée des papiers qui semblent légitimes, mais qui sont complètement inventés. Et comment prouver qu'ils sont faux? C'est là le problème, soupira Elisa. Prouver que quelque chose est faux est beaucoup plus difficile que de prouver que quelque chose est vrai. Le téléphone de Léa vibra. Un message d'un numéro masqué. Si vous voulez la vérité sur Thibaut Mercier, cherchez dans les dossiers classés du barreau. Dossier numéro 2847. Tout n'est pas ce qu'il semble être. Léa montra le message aux autres. C'est la même personne qui m'a appelé hier soir. Celle qui sait pour ma grand-mère et ma famille. Quelqu'un nous aide depuis l'ombre? Gaston fronça les sourcils. Mais qui? Peu importe qui c'est en ce moment. Claire était déjà à son ordinateur. Ce qui compte, c'est si l'information est réelle. Elle tapa rapidement, accédant à des bases de données que Léa ignorait exister. Le voici. Claire tourna l'écran. Dossier 2847 du barreau. Thibaut Mercier a fait l'objet d'une enquête il y a des années pour falsification de documents dans une affaire civile. L'enquête a été classée faute de preuves, mais le dossier mentionne quelque chose d'intéressant. Quoi? Demandèrent tous, à l'unisson. Le plaignant initial a été menacé et a retiré les charges. Devinez qui représentait légalement la partie accusée. Ferrier Holdings. Thibaut, murmura Gaston. Exact. Thibaut falsifie des documents pour Ferrier depuis des années, et maintenant, il fait la même chose contre nous. La nuit tomba sur la ville. Alors que le groupe travaillait frénétiquement, Léa savait qu'elle devait retourner à l'hôpital avec sa mère. Mais elle savait aussi que si elle n'arrêtait pas Ferrier maintenant, tout ce qu'elles avaient accompli s'effondrerait. « Je dois aller voir ma mère », dit-elle finalement. Elle ne sait rien de ce qui se passe. « Vas-y », Gaston hocha la tête. « Nous continuerons à travailler. Demain, nous aurons besoin de toutes nos forces. Monsieur Leclerc. » Léa s'arrêta à la porte. « Ma mère ne sait pas que vous êtes son père. Quand allez-vous le lui dire ?» Le vieil homme baissa les yeux. « Quand tout cela sera terminé. Je ne veux pas qu'elle ait plus de soucis maintenant. Elle mérite de savoir la vérité. Je sais, et je lui dirai. Je te le promets. » À l'hôpital, Margot était réveillée, regardant les nouvelles sur le petit téléviseur. « J'ai vu la conférence de Ferrier, » dit-elle lorsque Léa entra. « Cet homme n'a pas de limite. Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. » Léa s'assit à côté de sa mère et lui raconta tout. À propos de Gaston, à propos de Catherine, à propos du secret qui était resté caché pendant des décennies. À chaque mot, le visage de Margot passait par différentes émotions. Surprise, incrédulité, douleur, confusion. Gaston Leclerc est mon père. Sa voix était à peine un murmure. Oui, maman. Tu es sa fille, et je suis sa petite fille. Et Ferrier est ton cousin et le mien aussi. Margot ferma les yeux. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues.
Ma mère ne m'a jamais rien dit, murmura-t-elle. Chaque fois que je posais des questions sur mon père, elle changeait de sujet. Elle disait qu'il y avait des secrets qu'il valait mieux ne pas connaître. « Es-tu en colère ?» Margot ouvrit les yeux et regarda sa fille. « Je ne sais pas ce que je ressens. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais la fille de personne, que mon père ne voulait tout simplement pas de moi. Et maintenant, je découvre que c'est l'un des hommes les plus riches du pays qui nous observait depuis des années sans rien dire. Il avait peur, maman. Peur de gâcher la mémoire de grand-mère. Peur de compliquer ta vie. Et cela justifie-t-il des décennies de silence pendant que nous luttions pour survivre. » Léa n'avait pas de réponse. Elle comprenait la rage de sa mère. Elle comprenait aussi les raisons de Gaston, mais comprendre ne signifiait pas accepter. « Je veux le voir, » dit Margot soudain. « Maintenant, avant l'aube, avant que ce monstre de Ferrier n'essaie de détruire le peu qui nous reste. » Gaston arriva à l'hôpital 1 heure plus tard. Léa attendait à l'extérieur de la chambre, leur laissant de l'intimité. À travers la porte fermée, elle pouvait entendre des voix. D'abord calmes, puis plus intenses, puis des sanglots. La conversation dura près de 2 heures. Lorsque Gaston sortit enfin, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Comment va-t-elle » demanda Léa. En colère, blessée, confuse. Gaston s'appuya contre le mur. Elle a tout à fait le droit de se sentir ainsi. Je lui ai volé l'opportunité de connaître son père. Je lui ai volé une vie qui aurait pu être différente. Elle vous a pardonné ? Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps, mais elle a aussi dit quelque chose qui m'a donné de l'espoir. Quoi ? Elle a dit que malgré tout, elle est fière de toi, de la femme que tu es devenue, et que si j'ai eu quelque chose à voir avec ça, même indirectement, alors être qu'il y a quelque chose de bon au milieu de tant d'erreurs. Léa sentit les larmes se former dans ses yeux. Elle entra dans la chambre et trouva sa mère regardant par la fenêtre. « Maman !» Margot se retourna. Son visage portait les traces des larmes. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Léa reconnaissait parce qu'elle l'avait vu dans le miroir de nombreuses fois. La détermination. « On va en finir avec ça », dit Margot d'une voix ferme. « Cet homme, Ferrier, est mon cousin, mon propre sang, et il a dédié sa vie à détruire des personnes innocentes, y compris nous. Maman, tu es malade. Tu as besoin de te reposer. Je me reposerai quand ce sera fini. Mon endroit est à tes côtés en ce moment. Les médecins ne te laisseront pas sortir. Alors nous sortirons sans qu'ils nous voient. » Margot sourit pour la première fois depuis des jours. « Tu crois que tu es la seule à avoir hérité du feu de ta grand-mère ?» L'aube trouva un groupe improbable réuni dans le bureau de Gaston. Margot, pâle mais déterminée, assise dans un fauteuil avec une couverture sur les épaules. Léa à ses côtés, lui tenant la main. Gaston en face d'elle avec une expression d'étonnement de voir la fille qu'il n'avait jamais connue affronter la bataille à ses côtés. Les investisseurs occupaient le reste de la pièce, chacun contribuant avec des ressources et des contacts. Et au centre de la table, un écran montrait la découverte qui allait tout changer. « Nous avons trouvé l'origine de l'appel mystérieux », annonça Claire. « Vous n'allez pas croire qui c'est. » L'image à l'écran montra un visage que tous reconnurent. C'était une femme d'âge mûr avec des traits étrangement familiers. « Elle s'appelle Camille Ferrier », expliqua Claire. « C'est la sœur cadette de Maximilien Ferrier, et apparemment, elle compile des preuves contre son propre frère depuis des années. Ferrier a une sœur. » Léa n'arrivait pas à y croire. « Une sœur qu'il a pratiquement effacée de l'existence », murmura Gaston, reconnaissant le visage. « Camille, la dernière fois que je l'ai vue, elle n'était qu'une adolescente. Maximilien l'a envoyée loin lorsqu'il a pris le contrôle de l'entreprise. Il disait que c'était pour son bien, mais la vérité est qu'elle a toujours été la favorite de mes parents. Ils ne pouvaient pas le supporter. Et maintenant, elle nous aide ? Apparemment, oui. Claire, peux-tu la contacter ? C'est déjà fait. Elle est en route. » Camille Ferrier arriva 30 minutes avant la conférence de presse de Ferrier. Lorsqu'elle entra dans le bureau, Léa remarqua immédiatement la ressemblance familiale, les mêmes yeux que Gaston, la même posture droite. Mais là où Ferrier irradiait la cruauté, Camille dégageait une profonde tristesse mêlée de résolution. « Oncle Gaston » fut la première chose qu'elle dit. « Ça fait trop longtemps. » Gaston s'approcha et la serra dans ses bras. « Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ?»« Parce que Maximilien m'a menacé, » dit-elle. « Il a dit que si jamais j'essayais de me rapprocher de la famille, il détruirait tout ce que j'aimais. » Camille se sépara de l'étreinte, mais je n'ai plus rien à perdre. Et quand j'ai vu ce qu'il a fait à cet enfant, j'ai su que c'était le moment d'agir. Elle regarda Léa avec un mélange d'admiration et de douleur. « Tu es courageuse, plus courageuse que n'importe lequel d'entre nous. Tu as affronté mon frère quand tous les autres regardaient ailleurs. Qu'as-tu pour nous, Léa ?» fut direct. « La conférence de Ferrier commence dans moins d'1 heure. » Camille sortit un disque dur de son sac.
23 ans de preuves, d'enregistrements, de documents, de témoignages. Tout ce dont vous avez besoin pour prouver que les documents que mon frère présentera aujourd'hui sont faux. Et bien plus encore. Comment as-tu obtenu tout ça? Parce que Maximilien ne m'a jamais considéré comme une menace. J'étais juste sa sœur faible, celle qui avait été bannie et oubliée. Il n'a jamais pensé que j'observais, que j'attendais, que je recueillais chaque erreur qu'il commettait. Camille connecta le disque à l'ordinateur. Les dossiers apparurent à l'écran. Voici la preuve que les documents de Thibaut Mercier ont été créés il y a seulement 3 jours. Les métadonnées ne mentent pas. Et voici. Elle ouvrit un autre dossier. Les enregistrements originaux des réunions où Maximilien ordonnait chaque acte de vengeance contre ses ennemis, y compris la campagne contre Margot Dubois. Margot se pencha en avant, les yeux fixés sur l'écran. « Tu as des enregistrements de lui ordonnant ma destruction ?»« J'ai des enregistrements de tout. Mon frère n'a jamais appris à être prudent car il n'a jamais cru que quelqu'un oserait le défier. » Camille regarda toutes les personnes présentes. « Maximilien m'a enlevé ma famille, mon héritage, ma vie. Aujourd'hui, je vais enfin récupérer une partie de ce que j'ai perdu. » « Quoi ?» demanda Léa. « Ma dignité et la justice que tant de gens méritent. » La salle de conférence était bondée. Des journalistes du monde entier occupaient chaque siège disponible. Des caméras de télévision transmettaient en direct dans plus de 100 pays. Dehors, des milliers de personnes s'étaient rassemblées, beaucoup avec des pancartes disant « Justice pour Léa » et le monde regarde. Maximilien Ferrier entra le premier, flanqué de Thibaut Mercier et d'une armée d'avocats. Son sourire arrogant irradiait la sécurité de celui qui croit avoir gagné avant que la bataille ne commence. « Mesdames et messieurs », commença-t-il depuis le podium, « aujourd'hui, je vais révéler la vérité sur la conspiration la plus élaborée que cette ville ait jamais connue. » Il leva un dossier épais. « J'ai ici des documents qui prouvent que Gaston Leclerc a planifié pendant des décennies de reprendre mon entreprise en utilisant une enfant comme arme médiatique. Une enfant qui se révèle être sa petite-fille illégitime, issue d'une relation secrète avec une employée. » Des murmures remplirent la salle. Thibaut Mercier, mon conseiller juridique, a été témoin de ces conspirations et est prêt à témoigner sous serment. Thibaut s'approcha du microphone, mais avant qu'il ne puisse parler, les portes de la salle s'ouvrirent en grand. Léa entra la première. Derrière elle, Margot marchait d'un pas ferme malgré sa faiblesse. Gaston la suivait avec les investisseurs internationaux et fermant le groupe, une femme qui fit perdre à Ferrier toute couleur sur son visage, Camille Ferrier. « Camille !» La voix de Ferrier trembla pour la première fois. « Que fais-tu ici ? Je suis venu dire la vérité, mon frère. La vérité que tu as essayé d'enterrer pendant 23 ans. » Camille marcha vers le podium avec la même autorité que son frère l'avait occupée quelques instants auparavant. « Je m'appelle Camille Ferrier. Je suis la sœur cadette de Maximilien Ferrier. Et pendant plus de 2 décennies, j'ai documenté chaque crime, chaque mensonge, chaque vie que mon frère a détruite. This broke, and this video. » Elle connecta le disque dur à l'écran principal de la salle. Ces documents que mon frère vient de montrer ont été créés il y a 3 jours. Les métadonnées numériques le confirment. Ils sont faux, fabriqués par Thibaut Mercier, qui a des antécédents documentés de falsification. Mais ce n'est pas tout. Camille continua. Voici les vrais enregistrements. Les conversations où Maximilien ordonnait la destruction de Margot Dubois simplement parce que sa fille l'a humilié en prouvant un talent qu'il n'a jamais pu acheter. La voix de Ferrier remplit la salle, claire et indubitable. Je veux que cette femme ne travaille plus nulle part dans cette ville, et je veux que la petite finisse dans le système, qu'ils apprennent ce que signifie me défier. Les journalistes explosèrent de questions. Les flashs des caméras illuminèrent la salle comme des éclairs. Ferrier recula, son visage passant de l'arrogance à la panique. « C'est manipulé !» cria-t-il. « C'est une conspiration. La seule conspiration ici est la tienne. » Gaston fit un pas en avant. « Pendant des années, je t'ai regardé détruire des vies pendant que je gardais le silence. Ce silence prend fin aujourd'hui. » Il regarda Margot, qui hocha légèrement la tête. « Margot Dubois est ma fille. Léa Dubois est ma petite-fille. Et oui, pendant des décennies, j'ai gardé ce secret par lâcheté. Mais je n'ai jamais conspiré pour récupérer une entreprise. La seule chose que je voulais, c'était protéger ma famille d'un monstre que j'ai moi-même aidé à créer. » Thibaut Mercier, voyant que le navire sombrait, prit une décision désespérée. « Je peux tout expliquer. » Il s'approcha du microphone. « Ferrier m'a forcé à mentir. Il m'a menacé de me détruire si je ne coopérais pas. J'ai des preuves de ces autres crimes, des crimes que personne ne connaît encore. Tais-toi. » Ferrier se jeta sur son ex-allié, mais les gardes de sécurité le retinrent. À ce moment-là,
Des agents fédéraux entrèrent dans la salle. « Maximilien Ferrier », parla l'agent principal d'une voix claire. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude corporative, pot de vin à des fonctionnaires publics, falsification de documents et conspiration. Vous avez le droit de garder le silence. » Informa d'Indiven. Indiala, Indiala. Pendant qu'on lui passait les menottes, Ferrier regarda Léa avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, siffla-t-il. J'ai des ressources, j'ai des relations. Je reviendrai. » Léa le regarda sans peur. « Non, monsieur Ferrier, vous ne reviendrez pas, car maintenant le monde sait qui vous êtes vraiment. Et le monde n'oublie pas. » Les mois suivants furent dédiés à la reconstruction. Ferrier Holdings fut soumise à une enquête approfondie. Des décennies de corruption, de pots de vin et de destruction de vies furent découvertes. Maximilien fut condamné à 25 ans de prison. Thibault Mercier, en échange de sa coopération, reçut une peine réduite, mais perdit sa licence d'avocat à jamais. Les biens confisqués de Ferrier furent utilisés pour indemniser toutes les victimes de ces abus. Des dizaines de familles qui avaient été détruites comme celle de Léa reçurent enfin justice. Et le million d'euros que Ferrier avait promis comme une blague cruelle fut ordonné par le tribunal comme compensation officielle pour Léa Dubois. « Je ne veux pas de son argent », avait dit Léa lorsqu'on l'en informa. « Alors, utilise-le pour une bonne cause », suggéra Gaston, et c'est ce qu'elle fit. La Fondation Catherine Dubois ouvrit ses portes 6 mois après le procès. Nommée en l'honneur de sa grand-mère, la Fondation se consacrait à identifier et à soutenir les jeunes talents sans ressources. Des enfants avec des compétences extraordinaires, mais sans opportunités, exactement comme Léa l'avait été. Elisa Rossi, Omar Al-Rachid et Yuki Tanaka devinrent des mécènes principaux. Camille Ferrier donna sa part de l'héritage familial pour financer des bourses d'études, et Gaston, finalement réconcilié avec sa fille Margot, consacra ses dernières années à travailler aux côtés de sa petite fille. Margot se remit complètement de sa maladie. Les meilleurs médecins, payés avec des fonds qu'elle pouvait enfin se permettre, la traitèrent jusqu'à ce que sa santé soit plus forte que jamais. Elle travaillait maintenant comme coordinatrice de la fondation, aidant d'autres mères confrontées aux mêmes luttes qu'elle avait survécues. « Maman !» demanda Léa un après-midi alors qu'elles examinaient des demandes de bourse. « As-tu pardonné à Monsieur Leclerc ?» Margot sourit doucement. « Le pardon n'est pas un moment, ma fille, c'est un processus. Mais chaque jour où je le vois essayer de compenser ses erreurs, chaque jour où je le vois t'aimer comme le grand-père qu'il aurait toujours dû être, ce processus avance un peu plus. Et un jour tu l'appelleras « papa ?» Peut être, quand je serai prête, quand il sera prêt, quand nous aurons toutes les deux suffisamment guéri. Le jour de l'anniversaire de Léa, une lettre arriva de la prison. Elle venait de Maximilien Ferrier. « Je n'attends pas votre pardon », écrivait-il d'une écriture tremblante. « Je ne le mérite pas, mais je veux que vous sachiez que chaque jour, dans cet endroit, je pense au moment où vous vous êtes moqué de moi sans rire, quand vous avez prouvé que le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent ni dans les titres, mais dans la dignité. Une dignité que j'ai perdue il y a longtemps, si tant est que je l'ai jamais eue. Votre grand-mère Catherine était extraordinaire. Maintenant je comprends pourquoi mon oncle l'aimait tant et je comprends pourquoi vous êtes qui vous êtes. J'espère qu'un jour, quand vous serez adulte, vous pourrez regarder en arrière et voir que même les monstres peuvent apprendre, même s'il est trop tard. » Léa lut la lettre 3 fois avant de la ranger. Elle ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Certaines blessures ont besoin de temps. Certaines réponses n'existent pas et certaines personnes doivent simplement vivre avec les conséquences de leurs décisions. Des années plus tard, Léa Dubois devint la plus jeune traductrice à travailler pour les Nations Unies. Son histoire fut racontée dans des documentaires, des livres et des films, mais elle insistait toujours sur le fait que ce n'était pas son histoire qui était importante. « C'est l'histoire de ma mère », disait-elle dans chaque interview, qui a travaillé toute sa vie pour me donner des opportunités. « C'est l'histoire de ma grand-mère Catherine, qui m'a transmis l'amour des langues sans même me connaître. C'est l'histoire de toutes les personnes invisibles qui ont des talents extraordinaires, mais qui n'ont jamais l'occasion de les montrer. » Dans son bureau, sur son bureau, elle gardait une photo encadrée. C'était de ce jour-là, dans la salle de réunion de Ferrier Holdings, une enfant avec un sac à dos scolaire, entourée de cadres qui se moquaient d'elle. Sous la photo, une plaque avec des mots que sa mère lui avait dit cette nuit-là à l'hôpital. Les mots peuvent changer le monde. Et, mon Dieu, il l'avait fait, car une enfant avait prouvé que le talent n'a pas besoin de certificat, que la dignité n'a pas de prix, et que parfois, les plus grands géants peuvent être abattus par les plus petites voix. Il suffit d'avoir le courage de parler et quelqu'un prêt à écouter.